commençons tout de suite par revoir les péripéties de cette élection qui a été très serrée. On l'a dit, tout ça s'est étalé sur plus de 24 heures. Regardez. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Ces résultats me donnent une courte victoire de 200 voix. Nous notons qu'à 3 heures du matin, notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. J'en suis extrêmement choqué. On a des doutes sur certains endroits, qui sont des endroits comme les Bouches-du-Rhône, qui sont des endroits sur Toulouse où il y a un écart entre le nombre de votants et ce qu'il y a sur les listes. Nous venons d'apprendre que dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, celle de M. Ciotti, on avait retrouvé 1178 enveloppes dans l'urne pour départager François Fillon et Jean-François Copé, alors qu'il y a 590 émargements. Vous n'avez aucun doute sur votre victoire? Ah bah non. Voilà. Allez, merci. Je crois qu'on est suffisamment ridicule. On donne suffisamment une mauvaise image pour ne pas rajouter en plus l'alimentation de rumeurs et que les uns et les autres perdent leur sang-froid. Ce que je redoutais, c'était l'as-produit. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation déplorable qui divise l'UMP. Il y a un risque d'éclatement. Ont obtenu Jean-François Copé 87 388 voix, soit 50,03%. Et François Fillon 87 290 voix, 49,97%. J'ai été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les militants et les militantes. Écoutez, moi je lui ai laissé un message dès ce matin sur son répondeur pour lui proposer de le voir dès qu'il le souhaiterait et de lui proposer bien sûr d'être, par exemple, s'il en est d'accord, vice-président de l'UMP. Voilà. Proposition aussitôt rejetée par les fillonistes, toujours sonnés par la défaite. Alors avant de voir avec vous les conséquences de cette élection très serrée sur l'UMP, les risques ou pas de scission du principal parti d'opposition, Serge Galam pourrait peut-être nous expliquer rapidement pourquoi selon lui les résultats ont été si serrés alors qu'on prédisait une large victoire de François Fillon. Normalement c'est impossible que sur plus de 170 000 votants la différence se fasse à 98 voix. Les probabilités nous disent que c'est impossible. Et pourtant, vous avez remarqué que ça arrive de plus en plus souvent dans des élections même beaucoup plus importantes. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Italie. Quand il y a des millions et des millions de votants, on arrive à des résultats aussi serrés au Mexique, en Allemagne, entre Schröder et Angela Merkel. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors la première chose qu'il faut remarquer, c'est que lorsque ça arrive, on est pris dans des drames et des déchirures comme on l'observe en ce moment. Ce qui est légitime. C'est-à-dire d'un côté, on a tendance à en rire lorsque c'est le camp adverse, et lorsqu'on fait partie du camp, c'est pathétique. C'était arrivé au Parti Socialiste en 2008, 122 ou 123 voix d'écart. Exactement. Ça a commencé. On ne sait toujours pas dans quel sens d'ailleurs. Ça a commencé lors de l'élection américaine Bush-Gore, où on avait ces fameuses, en 2000, 537 voix. Sur 200 millions qui ont fait la différence. Alors évidemment, les bagarres de savoir est-ce que ces 537 voix comme là, est-ce que ces 98 voix sont vraiment pour Copé ou est-ce que Fillon, si on recomptait avec 100 voix de plus, on va se déchirer, il n'y a pas de solution. Le choix qui est fait, lui, aura des conséquences énormes. On verra ça après. Voilà, mais aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé d'après le vous ? point important, c'est de se dire comment un tel accident, puisqu'il est vécu comme ça, peut arriver. Alors, il y a des lois de probabilité, du désordre, du hasard. Si on prend une solution qui pourrait a priori l'expliquer, on se dit, j'ai une population dans laquelle chaque votant va voter au hasard l'un ou l'autre. C'est-à-dire, dès le départ, il a 50% de chances de voter pour Fillon ou pour Copé. À ce moment-là, lorsqu'ils vont voter, on peut calculer ce qu'on appelle l'erreur statistique, la fluctuation, qui fait que plus on augmente le nombre de votants, plus on se rapproche exactement de 50-50. Et on peut calculer cette valeur. Dans le cas de l'UMP, avec plus de 17 000 votants, si chaque... 170 000. Pardon, oui, 175 000, même un peu plus, cela aurait donné 418 voix de plus pour l'un ou pour l'autre. Donc là, à 98 voix, on est même en dessous. Donc c'est pas possible. Le hasard ne peut pas le créer.
Si le hasard ne peut pas le créer, alors on pourrait dire que c'est un accident inouï. Sauf que lorsqu'un accident inouï que le hasard ne peut pas expliquer s'est reproduit plus d'une dizaine de fois depuis quelques années, on peut se poser la question de dire il y a forcément un phénomène derrière qui le provoque. Et moi, dans mes études sur les dynamiques d'opinion et les systèmes de vote, je me suis posé la question de dire non pas de trouver la solution unique qui l'expliquerait, mais est-ce qu'on peut construire un modèle qui va donner un tel résultat? Et finalement, on peut. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que à partir de modèles simples de dynamique d'opinion où une majorité va émerger et où chaque individu défend a priori, c'est ce qu'on pense rationnellement, tel ou tel. Si on introduit maintenant un type de caractère que j'appelle des contrariants, et finalement, beaucoup d'entre nous le sont de temps en temps, ou on en connaît, qu'est-ce qu'un contrariant? C'est quelqu'un qui se définit non pas par rapport à ses propres valeurs, mais qui veut juste être contre ce que tous les autres autour de lui pensent, que ce soit ses amis, son entourage, donc il va s'opposer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'opposer systématiquement à ce que les autres pensent, mais de temps en temps. Et lorsqu'on met ce genre de dynamique en équation, on découvre que finalement, si on a, dans le cadre de ce modèle, une fois de plus de 15% d'un tel comportement, ces contrariants vont amener, plus on discute, et c'est ça qui est paradoxal. Et plus il y a de débats. Et plus il y a de débats. Et plus les positions sont différentes. Parce qu'on a souvent tendance à dire, oh oui, mais c'est pareil, donc on a 55. Pas du tout. La position entre Jean-François Copé et François Fillon était différente. Et entre Bush et Gore, elles étaient différentes. Et entre Berlusconi et Prodi aussi, là, ça s'était fait à très peu. C'est très différent. Et le paradoxe, c'est que plus on discute, plus on échange, plus on est acharné, plus ces 15% d'individus qui, eux, sont là et s'opposent simplement dès qu'il y a une majorité qui se fait, vont amener l'opinion des votes collectivement à 50-50. Alors, en termes mathématiques, on dit qu'il y a un attracteur unique de la dynamique, bon, mais ce qui veut dire qu'on va vers ce point de façon déterministe. Ce n'est pas du tout le hasard. Et si l'élection, si la campagne avait duré une semaine de plus? Alors, le point, c'est lorsqu'on atteint ce point, et qu'à un moment donné, il faut bien faire une mesure, donc un vote. Forcément, il va y avoir des erreurs minimes qui, normalement, n'ont aucune signification. Donc ça peut être des erreurs, ça peut être une petite triche, mais pas une manipulation d'un appareil. C'est un individu qui va planquer un bulletin. Donc, normalement, ça n'aura pas d'influence. Sauf que là, ça va avoir l'influence de fait que c'est tel ou tel candidat qui gagne. Mais si on refait l'élection le lendemain, la même, exactement la même, mais concrètement, donc forcément la petite erreur, l'inattention, elle ne va pas être là, elle va être ailleurs, c'est l'autre qui gagne. Et les contrariants peuvent changer d'avis aussi au bout en une semaine, et ça peut être plus les mêmes. Bien sûr, ça peut ne plus être les mêmes. Et donc, forcément, le résultat de l'élection, et c'est ça qui est pathétique les contrariants, ils voteraient contre Copé, si j'ai bien compris. Oui, la semaine prochaine, ils pourraient. Alors, mais c'est plus local. Hein, donc, c'est que le résultat est forcément, par nature, il est injuste. C'est-à-dire, puisqu'il est le résultat d'une erreur. Et que ce qui serait le résultat juste, c'est exactement 50-50. Mais ça, c'est pas possible. Donc forcément, il y a une voix d'un côté ou une voix de l'autre. Donc forcément, l'autre camp dit c'est pas légitime. Et il a raison. Mais en même temps, l'autre a raison aussi. Et il faut se poser ces questions de comprendre si on a réellement cette mécanique, plutôt que rire des autres lorsqu'ils se déchirent, parce qu'on se déchirera à notre tour dans cette logique, c'est d'essayer de se poser la question comment est-ce qu'éventuellement on doit revoir notre conception de la représentation politique si réellement on rentre dans des sociétés où la dynamique d'opinion par cette attitude de contrariant fait qu'on va aboutir à un équilibre des opinions en compétition. De plus en plus d'élections qui se termineront 50-50. Et à chaque fois, il y a cette tentation d'un des deux camps de dire on va faire une rupture. Dans tous les cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas eu lieu. Mais ça serait dramatique si c'est pas par rapport à tel ou tel parti, mais par rapport à l'ensemble des systèmes démocratiques, parce qu'on irait de scission en scission dans toutes les logiques. Et juste un dernier point, c'est que l'explication fraude, c'est de la faute d'un tel, etc., elle est légitime, mais c'est pas ça qui a créé... Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un qui va frauder... Il ne peut pas arriver à 98 voix, je veux dire. Il aurait eu 10 000 voix ou 1000 voix de plus. Il ne peut pas avoir tous les électeurs ou tous les fraudeurs en même temps, dire « Ah, t'enlèves une voix, t'en rajoutes un ». Donc, il faut se poser la question. Jean-François Kahn, vous avez une autre explication au fait que ça a été si serré?
Ah non, aucune. Ça vous paraît convaincant? J'entends, j'intègre. Florence Moi, Eyel. j'écoute avec intérêt en fait votre analyse. En même temps, je me dis que la sociologie politique a montré qu'en général, les gens discutent avec des gens qui pensent comme eux. Hein, c'est-à-dire qu'on discute très très peu avec. Alors les contrariants, on les rencontre pas tellement parce que en fait les réseaux de discussion sont des réseaux politiquement très homogènes. Donc je me demandais comment vous pouvez intégrer en fait cette réalité sociologique qu'on a montrée à votre modèle. Néanmoins, il y a toujours des gens qui changent d'avis d'une élection à l'autre. Et ce sont, si j'ai bien compris, les contrariants. C'est ce qui fait qu'à un moment, la France est de gauche ou de droite. Et qui font changer les autres d'opinion. C'est ça qui est important aussi. Alain Qui, eux, Madelin. vont la garder. Oui, écoutez, moi je ne suis pas certain de suivre jusqu'à la précision mathématique du calcul probabiliste, mais je connais les travaux de Serge depuis longtemps et je les ai traduits à ma façon. Toute grande opinion molle au contact d'une petite opinion dure rétrécit au fur et à mesure que dure le débat. Hein, donc un débat long, une minorité radicale. Alors ça, c'est un autre enseignement que je tire, au-delà de l'élection de l'UMP. C'est la radicalisation du débat politique. Par exemple, le mariage homo, dont on avait dit qu'il y avait une grande majorité de Français qui étaient pour. Vous avez, à mon avis, dans cette radicalisation, et l'UMP, c'est un exemple même de radicalisation, une victoire, au fond, d'un Jean-François Copé, la droite décomplexée, plus radicale, etc., sur Fillon, le mou. Hein, on va y venir, si c'est ça. Mais au-delà de ça, je crois qu'au-delà de l'UMP, il y a une sorte, premièrement, on vit une vraie mutation de l'économie, avec des tas de laissés pour compte, des tas de peurs, des tas d'interrogations sur son identité, etc., qui génèrent beaucoup de désarroi. Alors, donc, qui dit peur, dit automatiquement marchand de sécurité. Les politiques sont là, mais moi je vais vous protéger contre le méchant plombier polonais, contre le vilain immigré, contre l'islam qui veut islamiser nos filles et nos enfants, etc., etc. Donc je crois qu'il y a une montée de la radicalité dans l'ensemble du débat politique et qui est, c'est un autre élément, mais porté un peu, je crois, par le jeu médiatique. Hein, la démocratie autrefois, c'était des partis politiques, des gens bien qui disaient on va fabriquer la République, hein, que Jean-François Kahn connaît, les vieux républicains, c'était de fabriquer une opinion raisonnable par la raison, le dialogue, le jeu des partis politiques. Maintenant, c'est de courir derrière les émotions, de susciter les émotions. Et la télévision joue un rôle considérable, particulièrement les chaînes d'information en continu, qui sont là, qui mettent la pression, qui immédiatement donnent un écho formidable à une toute petite radicalisation, et hop, on est parti dans l'échelle de perroquet. Et c'est à mon avis, cette radicalité de la vie politique qui m'effraie aujourd'hui, parce qu'on peut peut-être gagner des élections de cette façon-là, en racontant un peu n'importe quoi, en faisant une démagogie populiste, etc. On peut peut-être gagner des élections. On ne peut pas redresser et construire un pays. Alors voyons les conséquences de cette élection, en partie déjà sur l'UMP. Ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Et voilà quelqu'un qui, ancien Premier ministre, homme d'État, rejette la moitié de sa famille politique et les militants qui ont voté pour Jean-François Copé et rejette la moitié de sa famille politique, donc la moitié des militants. Je trouvais ça un peu triste pour lui. Il y a effectivement des conceptions d'idées qui sont assez différentes. Il y a des valeurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une certaine approche de notre avenir qui peut être différente. Donc maintenant, la seule question qui se pose, c'est tout ça, on arrive à le mettre ensemble et en faire quelque chose de plus riche, ou au contraire, on n'arrive plus à retisser les ponts. Le constat de la fin du parti unitaire, je crois qu'il y a deux forces d'opposition. Il y a l'UMP de Jean-François Copé et l'UDI que je préside. L'UMP est fracturé en deux, manifestement. Ce mouvement est aujourd'hui fracturé en deux parts égales. Fracturé, donc par définition affaibli. Ni les militants, ni les sympathisants, ni moi-même n'avons fait vraiment notre deuil du départ de Nicolas Sarkozy, qu'il faudra sans doute du temps, que le vide qu'il a laissé n'est pas rempli. Voilà, mais il faut apprendre à vivre avec ce vide, et sans Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, c'est tout.
Alors Jean-François Kahn, est-ce que la conséquence, on sait que Pierre Méhaignerie, déjà a démissionné, l'ancien ministre, a quitté l'UMP pour rejoindre l'UDI. Est-ce que les conséquences, c'est forcément la scission, la dispersion, comme vous disiez dans votre livre paru en juin dernier? Alors ça, je sais pas. Alors d'abord, une petite remarque. Un des aspects aussi, c'est que pour se moquer de Fillon, les copistes ont dit qu'il se trompait d'élection. Et il y a du vrai. Je veux dire par là, au fond, en homme d'État, d'ailleurs, il s'adressait au pays. Il s'adressait au pays en disant, sous-entendu, je suis meilleur pour le pays. Et les autres s'adressaient aux militants. Et que aux militants. Et tenaient un discours pour militants. Et même, d'une certaine manière, en disant, qu'est-ce que c'est que ces élites qui s'adressent au pays, pour qui ils se prennent, c'est notable. Ça Germain Després. Hein, c'était ça. Nous, on est près du 100 grades, là. Et c'est clair que, parce que, c'est une différence de stratégie. On va nous expliquer que les sondages se sont trompés. Les sondages ne sont pas du tout trompés. Les sondages ont dit que les sympathisants étaient pour Fillon. Les sympathisants sont pour Fillon. Sachant que les sondages ne pouvaient pas savoir où étaient les électeurs, de droite, les militants. Mais les militants, il n'y a pas de sondage qui peut... Ouais. Non, ce que je crois, ce qui est extraordinaire, si on voulait résumer, c'est que cette élection de Copé est comme ça. C'est une formidable bonne nouvelle pour la gauche et c'est un désastre pour la France. D'une certaine manière. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle pour la gauche? Parce que, au fond, Copé représente la droite comme la gauche l'aime. Voilà, c'est la vision un peu caricaturale que la gauche a de la droite, mais il se trouve que le type, pour gagner, s'y est conformé. Et ce que disait d'ailleurs Madeleine est juste, qu'est-ce qu'on disait avant, il y a 50 ans? Comment on les appelait les gens de droite? On disait pas la droite d'abord, on disait les modérés. C'est les centristes qu'on appelait les modérés. Après, non, la droite, on disait, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais la droite, on disait les modérés. Moi, quand j'étais jeune, on disait les gaullistes. Et on disait d'autant plus les modérés qu'il y avait une odeur de stalinisme qui, comment dirais-je, autour de la gauche, d'une certaine manière. Et là, il y a une espèce de retournement, c'est-à-dire qu'on a une gauche qui apparaît extrêmement molle, et on se demande s'il ne va pas y avoir l'apparition d'une droite stalinienne. Enfin, on peut appeler ça autrement, mais quelque part, c'est-à-dire dur. Donc il y a un retournement absolument extraordinaire. Mais vous n'avez pas dit s'il y allait y avoir la dispersion, la scission, l'éclatement que redoute ça ne serait pas honnête de le dire, on n'en sait rien. On le voit bien qu'il y a des sources là. Mais ce que je vous dis est une réponse en même temps. Si cette idée que Copé, c'est ce que la gauche souhaite, et que c'est le seul cas où Hollande pourrait être battu dans 5 ans, alors oui, là, ça peut créer cela. En plus, c'est pas simplement de la droitisation. Franchement, le climat est à la droitisation. Il y a un autre phénomène, c'est que Copé, alors on verra, ça peut changer, c'est que le public ne l'aime pas. Il y a un rejet de Copé, pour des raisons d'ailleurs bonnes et mauvaises. Il y a un côté arrogance, de caste. Enfin, les gens le ressentent comme ça. C'est un délit de sale gueule, donc c'est peut-être un peu discutable. Mais il y a un rejet personnel du personnage. Bon, donc c'est bon pour la gauche. Mais en même temps, pourquoi je dis que c'est mauvais pour la droite, pour la France? Parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'être confronté ou de me parler avec Copé, j'ai été très frappé d'une chose, c'est que d'abord c'est très automatique ce qu'il dit. Il est rodé. Ça coule très bien, mais c'est très mécanique, c'est très automatique. On ne se dit jamais « Ah, c'est quand même intéressant ce qu'il a dit. Ah, là, il y a une idée intéressante. Ah, là, il y a une analyse auquel il faudrait réfléchir. » Non, c'est une espèce comme ça, de bulldozer. Terrible, comme ça. Et en même temps, c'est un type pour qui, et peut-être il est sincère, parce qu'on croit qu'il n'est pas sincère, qu'il est sans foi ni loi. Là, il est sincère, je pense. C'est que pour lui, il y a deux camps, il ne peut pas y avoir. Ça veut pas dire que c'est bien. C'est ça vraiment le problème. Pardonnez-moi, Jean-François. Mais... Je finis 2 secondes. Simplement, je dis que pour lui, c'est bloc contre bloc. Oui. C'est vraiment bloc contre bloc. C'est vraiment, comment dirais, et c'est bloc contre bloc. Mais comme il y a une montée de haine contre Hollande à droite et qu'il y a peu à peu une véritable haine contre Copé à gauche, au-delà de bloc contre bloc, c'est haine contre haine. On risque de vivre haine contre haine, rejet contre rejet, et donc de vivre 5 ans d'une guerre civile froide. Et donc ça sera 50 perdus. Voilà pourquoi je dis la Madeleine. Au-delà de ça, je pense que c'est une façon de faire de la politique, que d'ailleurs un peu Sarkozy a amené. Il y a les amis et les ennemis. Et c'est efficace de désigner l'ennemi.
t'es avec moi ou t'es contre moi? Sauf si c'est dans votre propre camp que vous avez désigné les SMI. Oui, mais en l'occurrence, ça se rabibochera tout ça. Bon? Oui. Oui, ça se rabibochera. Même si c'est absurde. À l'origine, l'UMP, c'était une famille centriste, une famille gaulliste et une famille libérale. Aucun d'entre eux ne se disait de droite. C'est pas si vieux. Et la société, est-ce que c'est l'UMP et Sarkozy qui ont fait évoluer la société, ou est-ce que c'est la société et le Front National qui ont fait évoluer l'UMP? Je ne sais pas quelle est la poule et quel est l'œuf. Toujours est-il que maintenant, on est passé à quelque chose, les vieux gaullistes doivent se retourner quand même. Nous sommes la droite et la droite décomplexée. Ce n'est pas du tout ça, le gaullisme. Jamais ces mots-là n'étaient utilisés. Et d'une certaine façon, ce côté un peu unitaire de l'UMP, moi souvent en boutade, je disais, avant, il y avait plusieurs sensibilités. Ça permettait de ratisser le terrain. Là, on a inventé le râteau à une dent. Alors, râteau à une dent, on se prend des pelles avec. Hein. Et d'ailleurs, l'UMP n'a gagné aucune élection, sauf la présidentielle. Mais est-ce que c'est l'UMP qui a gagné la présidentielle ou est-ce que c'est Sarkozy? À mon avis, c'est davantage Sarkozy avec l'UMP, mais c'est Sarkozy qui l'a gagné. Donc je trouve qu'aujourd'hui, l'UMP et Jean-François Copé illustrent cette montée de la radicalité, cette tendance droitière, mais une droite, on en reviendra peut-être, mais un peu xénophobe, protectionniste, étatiste, enfin tout ce que les libéraux n'aiment pas. Hein. Mais je crois qu'il y a de cela. Et avec, de temps en temps, j'essaie de leur trouver une excuse, parce qu'il n'y a pas d'avocat de l'UMP sur ce plateau, j'essaie de leur trouver une excuse. Je me dis, mais en même temps, s'ils ne le faisaient pas, c'est que 50% de l'UMP. Est-ce qu'ils ne seraient pas totalement dépassés par le Front National? Alors, Françoise Hegel. Florence Hegel, pardonnez-moi. Vous qui avez étudié dans les droites en fusion les transformations de l'UMP, est-ce que vous pensez que tous ces gens-là vont se réconcilier? Alors moi je pense qu'il y a une forte pression, mais que les partis politiques sont des organismes assez résistants finalement. Hein. Ils sont assez résistants parce que au cœur en fait de la coopération que représente un parti, il y a des postes, des investitures, de l'argent. Des municipales, des cantonales et des régionales à venir. Des municipales, des cantonales, des investitures. Donc ça c'est un liant, une glue qui permet quand même de faire tenir ensemble des gens. Les institutions qui ne permettent pas de sortir. Voilà. Et donc ça c'est le premier élément. Moi ce qui m'a frappé en fait dans cet épisode, c'est finalement que ça nous disait assez bien ce qu'était ce parti politique. Hein. Et j'aurais cette formule, c'est-à-dire que c'est à la fois une entreprise de mobilisation assez incroyable, hein, parce que quand on pense qu'il y avait 300 000 adhérents, pour la France, c'est absolument extraordinaire en nombre d'adhérents. Hein. Donc c'est une fabrique d'adhésion, vraiment une entreprise politique de mobilisation très, très importante. Ça s'est appuyé avec l'utilisation de tous les outils du marketing. Hein, donc c'est vraiment l'entreprise au sens propre du terme, hein, qui s'appuie sur de marketing pour créer de l'adhésion. Et parallèlement, c'est une institution assez faible. Hein, et c'est ça, moi, qui m'a frappée. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle une institution faible? C'est en fait qu'elle a des règles, mais elle les ajourne, elle les contourne, elle ne les applique pas. Hein, et quelles parlez-vous par exemple, ça a commencé, je pense qu'Alain Madelin... parce que là, à 98 voix près, il a reconnu sa défaite. Ça a commencé par les courants. On les met dans les statuts, on ne les applique pas. Ça a continué par on fait disparaître le poste de président de l'UMP durant le mandat de Nicolas Sarkozy par juste une décision du bureau politique. Oui, mais ça veut dire que c'est tout un rapport aux règles qui témoigne en fait d'une institution assez faible. Et j'ai trouvé que là, c'était quand même dimanche, on avait quand même ça qui s'exprimait très clairement, c'est-à-dire l'annonce de candidature avant l'annonce de victoire. Pardon, excusez-moi, l'annonce de victoire avant que la commission soit exprimée. C'est ce jeu qu'on a eu toute la nuit. Montre en fait que les règles, les arbitres, la manière n'étaient pas vraiment respectés. Je voudrais ajouter une chose, excusez-moi, à propos de ce qu'on a dit. Le mot décomplexé, tout le monde, Copé a lancé le mot droit décomplexé. Non, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a lancé. Déjà, mais lui il l'a dit continuellement, c'est-à-dire en vérité, dans sa campagne, il n'y a pas eu tellement, voilà mon programme, voilà mon projet, voilà mon analyse, ça a été, je suis la droite décomplexée, je suis la droite décomplexée, je suis la droite décomplexée. Puis ça a été repris, il est la droite décomplexée. Mais quelle est la définition? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est intéressant, ça veut dire quoi? Droite décomplexée. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose.
c'est qu'effectivement, la droite, la gauche aussi d'ailleurs, la droite, elle a des complexes. Pourquoi elle a des complexes? Elle a des complexes, elle dit, finalement, on a été monarchiste jusqu'en 1895, on a rallié la République et la démocratie qu'au début du XXe siècle, on a été anti-Dreyfusard, on s'est laissé aller à l'antisémitisme à certains moments, on a soutenu quand même massivement plutôt Pétain, on a fait des guerres coloniales et on a couvert des pratiques discutables, etc. Et donc on fait des complexes. On fait des complexes, on a des complexes, et c'est bien. Et en effet, le gaullisme est arrivé, la démocratie chrétienne est arrivée pour essayer de présenter une autre image, etc. Et décomplexer, ça veut dire arrêtons, n'ayons plus de complexes, assumons tout ça, assumons tout ça. Mais à gauche aussi, à ce moment-là. Je veux dire, la gauche a des complexes. Elle a des complexes qu'il y a eu la terreur. Il y a eu des complexes qu'il y a eu la guillotine. Attendez, elle a eu des complexes qu'elle a été stalinienne ou maoïste, etc. Elle pourrait dire, arrêtons, soyons complètement décomplexés, revendiquons tout. Non mais si, ça veut dire ça. Ou alors ça veut rien dire. Quelque part, ça veut dire, n'ayons plus de complexes par rapport à tout notre passé, par toutes nos erreurs, contre toutes nos dérives. Et la gauche, encore une fois, elle pourrait dire ça. Elle pourrait dire une gauche néo-stalinienne qui dirait, finalement, on assume, on est décomplexé. C'est terrible quand on y réfléchit. Ou alors ça ne veut rien dire. Réponse de l'un et l'autre, et puis la Serge Gala. réponse est la suivante, à mes yeux, hein. C'est Patrick Buisson qui a la réponse. Bah oui. Patrick Buisson est un Mais type c'est ça qu'il veut intelligent. dire. Patrick Buisson, pas tout à fait, c'est Ancien plus complexe que ça. conseiller de Nicolas Sarkozy. Ce qu'il veut dire, c'est la gauche a essayé de complexer la droite sur les thèmes qui, du coup, ont été appropriés par le Front National. Donc, il faut ne pas se laisser terroriser par la gauche pour pouvoir aller sur ces thèmes-là et récupérer des électeurs qui autrement iraient au Front National. La thèse de Buisson est intéressante. Il dit « l'économie n'a plus aucune importance ». J'ai tendance à penser que non, qu'une bonne économie, ça aide quand même à faire de la prospérité, du chômage, de l'intégration, etc., que c'est quand même la clé. Mais pour Buisson, ça n'a plus aucune importance, puisque c'est la mondialisation, etc. Et donc, toutes les politiques se ressemblent au bout du compte. Ce qu'il faut, il a très bien expliqué ça dans un très beau papier du Monde, il est intelligent, hein. Il dit, ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain du social, les abandonner populaires qui ne se retrouvent pas dans le langage de la gauche et qui attendent de la protection. Donc c'est un discours volontiers protectionniste et étatiste. J'aime pas ça, mais ça a sa logique. Et deuxièmement, c'est l'identité. Il y a des tas de gens qui se sentent menacés par l'invasion immigrée, l'invasion de l'islam, n'ayant aucun complexe à aller sur ces thèmes. Et là, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on va aborder l'islamophobie tout à l'heure. Excusez-moi, Buisson est un historien. C'est un historien. Et lorsque vous allez dans le non-dit de Buisson, Jean-François. Mais non, c'est un historien. Si vous lisez ce qu'il écrit, il a écrit des choses. Lisez-le. Il est obsédé par le fait que la droite doit assumer tout son passé, y compris le pire. Il a écrit sur Dreyfus. Il a écrit son antisémitisme. Laurent Séguel et Serge Gala. Il faut assumer tout ça. Les talents d'historien de Buisson n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de prêter en ce moment à l'UMP. L'UMP ne va pas réhabiliter. Ce que je veux dire, c'est décomplexé, c'est ça aussi. Je pense que droite décomplexée, ça renvoie aussi plus largement, et je suis d'accord que ça renvoie le fait de s'assumer à droite dans ces thèmes, mais aussi à un complexe culturel. C'est-à-dire que de se dire, et ça on l'entend beaucoup. Les droits de l'homiste, 68 arts et bobo. Voilà, c'est-à-dire la gauche caviar. Ça renvoie au fait que on a été complexé par une gauche intellectuelle. Et si, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès des adhérents UMP, c'est ce qu'ils disent. On a été complexé par une gauche caviar, culturelle, intellectuelle. Il faut qu'on qu'on se décomplexe culturellement. Voilà, et c'est aussi ça qui est en jeu. Il y en a marre des droits de l'homme, il y en a marre. Ce que je voudrais dire, c'est que le droit de l'homme, c'était l'expression du Fronat, l'illustration d'une chose qui, que moi j'essaye d'avancer par les études de sociophysique et à travers ce cas, c'est que il y a un événement, 98 voix de différence, qui crée tout ce qu'on est en train de voir, et chacun veut donner un sens politique et profond à un événement qui, peut-être, n'a aucune signification s'il est le résultat de cet effet contrariant et de cette petite erreur où forcément c'est d'un côté ou de l'autre. Donc on s'épuise, on construit de grandes théories parce qu'on veut expliquer quelque chose qui n'a pas d'explication, au sens qui n'a pas d'explication politique, où on va pouvoir projeter des choses. Et on est souvent pris dans beaucoup de comportements, dans nos comportements de société,
dans des logiques qui nous dépassent et qu'on croit comprendre et que peut-être on ne comprend pas. Et il est important d'avoir du recul par rapport à ça. Le langage. Quand je prends le langage de Sarkozy, qui à mes yeux aurait dû être un président sortant rassembleur, et qui choisit cette fameuse stratégie du clivage, et qui va l'emmener très loin dans ses discours sur la droite. Ça n'a plus rien à voir avec des problèmes statistiques. Alors justement, là, on est au cœur de la politique. Mais posons-nous la question, puisqu'il y a eu radicalisation, a-t-on dit, en particulier pendant la campagne de Jean-François Copé. Certains l'ont même accusé d'islamophobie. On y reviendra, puisque tout à l'heure, on va se demander si l'islamophobie augmente dans la société française ou pas. Mais est-ce que cette radicalisation est cohérente, compatible avec le rassemblement qui doit avoir lieu aujourd'hui, enfin demain plus exactement, il a répondu. Maintenant que le président c'est Jean-François Copé, est-ce que les autres vont se rassembler autour de lui? Il a dit pour des raisons d'argent, si j'ai bien compris. Non, pour des raisons d'habitude, de fidélité, de militantisme, des mandats électoraux à venir, etc. Une machine politique pour éclater, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc si ça ne s'est pas fait, ça, à mon avis, ils vont cohabiter bien forcés. En plus, ce Copé est assez habile, il va distribuer des chapeaux à plumes à tout le monde, avec des titres ronflants, etc. Tout le monde sera content. La plupart. Oui, bien sûr. Et puis en plus, il fera vivre des courants, etc. Donc ça se passera bien. Donc ce psychodrame sera oublié dans 6 mois. Enfin, il en restera une trace. Non, parce qu'il y a une cassure quand même. Il y a une cassure comme morale, comme il disait, disons psychologique et idéologique. Oui, et peu de scissions partisanes interviennent sur un socle idéologique. Hein, ça suffit pas. C'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais on pourrait imaginer que dans les 5 années qui arrivent là, il y ait aussi une division sur la stratégie à avoir. Vous le disiez tout à l'heure, François Fillon faisait une campagne plus large qui ne s'adressait pas forcément aux militants. C'est ce qu'a dit, il a touché du doigt quelque chose de juste, madame. C'est que c'est la rupture avec le gaullisme quand même. C'est une histoire qui se termine. Elle est terminée depuis longtemps. Oui, c'est la fin de la rupture avec le gaullisme. Enfin, c'est là où il y aura quand même des suites, parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. On parlait de Buisson parce qu'il a été l'inspirateur de cette ligne. Il a écrit un bouquin formidable. Où il dit, quand vous pensez qu'il a été un conseiller de Sarkozy, qu'il est un peu conseiller aussi, où il explique, c'est sur l'OS, très bien écrit d'ailleurs, où il explique que l'OS est un grand mouvement de résistance et que, entre autres actes héroïques, elle a voulu essayer de tuer ce traître de Gaulle. Alors évidemment, mais c'est extraordinaire, parce que il y a 20 ans, c'était inconcevable qu'un type qui écrivant ça devienne un des conseillers d'un mouvement qui se dit gaulliste. C'est vraiment la fin de la rupture avec le gaullisme. Hein, la thèse est intéressante. Vous voyez pas... Vous y avez cru un moment. Non, c'est un autre débat. Faut-il mieux être Papon ou Bastien Thierry? C'est une vraie question. Ce sera un autre débat. Si vous voulez. Je reviendrai pour un débat là-dessus. Dernière question sur le sujet de l'UMP et de cette élection. Vous ne pensez pas que là, il y avait 2 stratégies différentes? Une stratégie plus rassembleuse, a-t-on dit, chez François Fillon, donc qui touchait peut-être davantage les sympathisants et moins les militants, quoiqu'encore une fois, la différence est tellement petite qu'on ne peut pas en tirer de conclusion. Et puis une stratégie plus clivante qui lui a été reprochée souvent chez Jean-François Copé, et que pour les années à venir, justement, là, il risque d'y avoir de gros débats à l'intérieur de l'UMP. Je suis d'accord avec Jean-François Kahn. D'un côté, il y a eu une stratégie qui s'est adressée aux militants. Il se trouvait que c'était les adhérents, les militants, c'était les électeurs. Donc ça c'était peut-être la bonne stratégie de ce point de vue-là. Et de l'autre, c'était une stratégie qui, plutôt celle de Fillon, s'adressait aux électeurs, en général. Moi, ce que je pense rappeler, c'est que ce n'est pas du tout la même population. Les sympathisants, ils répondent à un sondage, quand on les appelle, ils répondent simplement « oui, je me sens assez proche ou pas très éloigné de l'UMP ». Donc ils n'ont pas un lien très fort, ils ont... Oui, mais c'est eux dont ils ont besoin pour les municipales, pour les cantonales et pour les présidentielles. C'est pas du tout la même population, ni sociologiquement, ni politiquement. Il y a quand même des différences. Et d'un certain point de vue, c'est vrai que le risque de se centrer que sur les adhérents, c'est de se centrer Copé ne s'adresse pas qu'aux adhérents. Je pense que dans sa promesse, il y a « moi, je saurais m'adresser aux électeurs du Front National ».
et grossir. Mais ça, il n'aura pas dit dans Oui, la mais campagne. par exemple, il y a un professeur en sciences Non, mais politiques. c'est l'implicite. C'est l'implicite. Je serai massé puisque je ne me laisserai pas complexer par la gauche et je parlerai des vrais problèmes de Français, ceux dont personne ne parle, le pain au chocolat, etc. etc. Oui, mais on va y venir au pain au je chocolat. voulais juste dire, il y a un professeur de sciences politiques qui dit c'est absurde pour les partis politiques de consulter leurs adhérents pour choisir les candidats et les thèmes de campagne. C'est comme si une entreprise qui vendait du shampoing faisait des enquêtes non pas sur les consommateurs mais sur ses salariés. Gutenberg n'a pas entendu les sondages sur le marché de la lecture pour inventer la Alors, il faudrait qu'il s'adresse à qui? Vous avez raison. Donc, vous en avez disant totalement c'est raison, mais absolument alors, faut absurde. s'adresser à qui? Là, on est un peu dans cette situation. On est un peu dans cette situation où on s'adresse aux salariés de l'entreprise, les adhérents, pour vendre. Pour un produit, le parti, le candidat, le programme, qui après va devoir être vendu sur le marché et sur le marché des électeurs. Et vous avez vu les écologistes, rappelez quand même 2 secondes. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé avec les écologistes, il faut le rappeler. Ils avaient un candidat, on en pense ce qu'on veut, mais ils avaient un candidat en effet consensuel, etc. Qui pouvait faire 8, 9%, ou 7, ou 6, enfin bref, et ils ont choisi sans problème, sans hésiter, celle qui a fait 2%. C'est ça le prix du militant. Dernier mot sur cette élection. Ce qui me paraît important, c'est que si on ne comprend pas les mécanismes de ce genre de situation, on va s'épuiser, se rompre, aboutir peut-être à des absurdités, à vraiment perdre beaucoup de temps et d'énergie, alors que peut-être on est face à un changement dans la mentalité des citoyens et qu'il faut maintenant penser en termes d'une autre organisation politique qui intégrerait le fait que dans un parti, lorsque vous avez 50-50, pourquoi parler de 2 blocs inséparables? Au contraire, on pourrait dire qu'il est arrivé à une symbiose, une harmonie fantastique. Et comment maintenant, comment arriver à avoir une direction qui soit pas... Parce que lorsqu'on donne 100% du pouvoir à celui, on dit toujours qu'il y a 50% plus une voix, mais parce que dans la réalité, il y a toujours plus qu'une voix. Mais lorsqu'on est à 50-50, donc d'imaginer, et au lieu d'être là à s'opposer, commençons à imaginer une autre conception de la représentation politique qui intègre 2 courants qui sont à égalité, non pas en excluant l'un ou l'autre, mais en arrivant à une réelle symbiose. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Ils vont le dire. Merci Serge Gallard, merci Florence Segel, vous nous quittez maintenant, mais on continue.